suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Raphaël. Merci d'avoir accepté mon invitation Jean-Baptiste. Donc tu es Jean-Baptiste Leblanc, tu es General Manager APAC à Splio. Splio, c'est donc un logiciel de marketing qui est utilisé par les retailers et aussi par des grandes marques de produits de consommation. Donc on va parler de fidélité, de e-commerce, de WeChat, de CRM, de marketing automation, plein de sujets passionnants avec un axe Chine. Splio est une entreprise française avec, tu me diras si je me trompe pas, mais donc pas loin de 140 employés en France, quand même une taille assez conséquente, mais 20 employés en Chine. Et tu es donc depuis quelques années General Manager. Après une longue carrière en Chine, donc un long passage chez Accor, donc un vrai profil d'intrapreneur. Mais vas-y, je te laisse te présenter et nous raconter brièvement ton aventure en Asie, et ensuite on rentrera plus dans les détails. Ok, très bien. Écoute, oui, je suis arrivé en Asie il y a 10 ans, tout juste 10 ans. J'ai en effet travaillé. Donc en arrivant en Asie, je travaillais pour le groupe Accor, les hôtels Accor, groupe pour lequel j'ai travaillé pendant 16 ans. Donc j'ai commencé à travailler pour le groupe Accor d'abord à New York, aux États-Unis, et puis en France. Et puis fin 2010, on m'a proposé un job qui m'a tout de suite séduit en Chine. On avait, vous savez, le groupe Accor, tu sais, c'est beaucoup de marques hôtelières, des marques économiques, mais des marques luxe aussi. À l'époque, il y avait une quinzaine de marques sous les enseignes du groupe Accor. Et à l'époque, il fallait repositionner certaines marques. Moi, j'étais très marketing, très branding. Donc, j'avais travaillé sur des projets de repositionnement de marques en Europe et puis tout le monde, basé au siège à Paris. Et donc, on m'a proposé ce projet en Chine où on avait besoin de repositionner certaines marques pour le marché chinois. Donc le projet m'a séduit, donc je suis arrivé là en 2000. Tu connaissais déjà un peu la Chine, on t'a présenté ça de but en blanc, il a fallu se décider, ça y est, je pars en Chine avec ma famille, comment ça s'est passé? Bah écoute, c'est une bonne question parce que la réponse est non. Je ne connaissais pas la Chine, mais surtout la Chine ne m'intéressait pas du tout. J'avais pas mal d'amis sinophiles. Mon frère avait beaucoup voyagé en Chine, avait vécu à Shanghai, mais moi c'était pas du tout. D'ailleurs, j'étais pas venu le voir quand il était à Shanghai. C'est pas du tout une destination qui m'attirait. Et donc, à l'époque, j'avais 2 petits-enfants qui avaient quelques mois et 3 ans, ma femme. Et donc, quand j'ai présenté le projet, ma femme, elle m'a regardé en me disant, mais la Chine, c'est fou. Et en fait, moi, je l'ai cru parce que je me suis dit oui, peut-être. Et en fait, c'était surtout à l'époque le projet professionnel qui m'intéressait. Mais je dois t'avouer que l'idée d'aller en Chine, d'ailleurs, on est venu passer quelques jours en famille, avec ma femme uniquement, pour découvrir Shanghai et puis signer mon contrat. Et écoute, c'était assez compliqué. Les 3 jours qu'on a passés ici, ça s'est pas bien passé du tout. Et on est revenu en France. Et finalement, on a quand même décidé d'y aller. Mais la première expérience du long week-end à Shanghai, elle nous a pas vraiment séduit. Et finalement, on s'est plus par la suite quand même. Là, tu m'inquiètes un peu. Mais... Alors justement, c'est surtout ma femme qui a pas du tout aimé. Moi, j'étais un peu, voilà, il y avait un job qui m'attendait, donc j'étais assez excité par le challenge pro. Mais en fait, voilà, les 3-4 jours ici, l'hiver, à l'époque, il y avait pas mal de pollution à Shanghai. On s'est retrouvé voilà, dans un climat assez compliqué. Sans vraiment arriver, bon, forcément, en quelques jours, à capter un peu l'énergie de la ville. Et du coup, voilà, on a quand même décidé de venir. Mais en effet, avec aucune connaissance et quasiment aucune envie de découvrir ce pays. Et puis, bon, je vais t'expliquer ça un peu plus tard, mais ça a bien changé en 10 ans. On a fait des découvertes assez incroyables de personnes, de pays, de la culture chinoise. Et on s'est, nous et nos enfants, nous sommes vraiment rentrés dans cette culture. Et aujourd'hui, ça serait dur d'en partir. D'accord, ok. Donc on parle quoi? C'est vers 2004, 2006 plutôt. Attends, non, 2011 pardon, là je me suis trompé. T'as tellement de postes chez Accor, t'as fait 5 ou 6 postes différents que je me suis perdu entre les lignes. Alors, j'ai passé 16 ans chez Accor en tout. Ah, d'accord, 16 ans. Ouais.
J'ai dû faire 7 ou 8 jobs différents, mais ce job-là, donc c'était en 2011. Arrivé en Chine, à l'époque, ma femme travaillait, elle travaillait chez Hermès, la marque Hermès. Et donc forcément, elle, ça s'est très vite bien passé parce que bon, elle a dû démissionner. Et très vite, en arrivant à Shanghai, donc au printemps 2011, elle a reconnecté avec les équipes ici. Et finalement, c'était le pays, tu vois, à l'époque, marque de luxe, top marque de luxe française en Chine. C'était vraiment le pays où il fallait être. Et donc, elle a très vite trouvé un job chez Hermès en Chine et elle a pu retravailler très vite. Euh, Ce qui fait qu'elle Et s'est. éviter le problème de la femme d'expat, quoi, qui est Ouais, assez courant, qui suit le mari et qui travaille pas, qui s'embête à la maison, mais toi, ta femme a été capable de trouver un job rapidement, quoi. Donc, ouais, elle a eu de la chance d'être dans une boîte qui avait une grosse activité en Chine, qui était en pleine. À l'époque, Hermès ouvrait son flagship store, un des plus grands magasins au monde à Shanghai, qui allait ouvrir. Donc il y avait une dynamique très forte. Donc elle a eu l'opportunité à la fois de prendre un petit peu de temps pour qu'on s'intègre ici et puis pour apprendre le chinois. Donc, aujourd'hui, elle parle beaucoup mieux chinois que moi. Elle a passé 6-8 mois en arrivant à ne faire que ça. Et puis après, très vite, au bout de quelques mois, à retravailler. Donc, c'est vrai que on en parlera tout à l'heure, je pense, mais Shanghai est une ville assez incroyable. Tu connais, hein, on a croisé plusieurs fois mhm. et tu y as habité, mais c'est une ville dans laquelle il faut travailler parce que tout passe par le business à Shanghai. Et donc, pour elle, je pense que c'est important qu'elle puisse faire une activité assez rapidement. Pour le bonheur de la famille. D'accord. Donc en fait, dis-nous un peu plus sur ce poste chez Accor. Qu'est-ce que tu as fait? Et après, je comprends qu'il y a une logique. Donc voilà, ce profil entrepreneur, tu l'as aussi construit par la suite, ce que tu as fait chez Splio avec une logique de Accor à Splio. Donc raconte-nous un peu tout ça. Ouais. J'avais, je pense, une envie d'entrepreneuriat avant, et j'en parlerai tout à l'heure, mais j'avais créé deux boîtes en 2008 et 2009 avant de partir en Chine. J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en arrivant chez Accor, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on était sur un marché, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, qui était en plein boom, avec tous les grands groupes internationaux qui se développaient à une vitesse extrêmement rapide. On ouvrait, on ouvrait un hôtel par semaine en Chine, donc il y avait un développement vraiment, vraiment rapide et vraiment excitant. On créait des nouvelles marques. Et puis surtout, il y avait des projets dans tous les sens, tous les jours, il se passait des choses. Et donc, en fait, moi, je suis arrivé, donc, principalement, comme je disais tout à l'heure, pour travailler sur des logiques voilà, vraiment de marketing, de branding. Et puis, très vite, dès la première année, enfin, la deuxième année, pardon, euh, j'ai commencé à réaliser l'impact du digital en Chine. Quand je suis arrivé, on avait, pour te donner un exemple, on avait, à l'époque, Accor, on avait un site web, accorhotels.com, mais ce site web était, donc en effet, il y avait une version traduite en chinois du site web d'Accor. Mais Mhm. c'était pas du tout un site qui était utilisé par les Chinois parce qu'à l'époque, euh, il y avait toute une ergonomie quand on travaillait. Bon, il n'y avait pas encore WeChat, etc. Mais euh, et d'ailleurs, les sites étaient très peu mobiles à l'époque non plus. C'était vraiment des sites desktop. Et donc, mais il y avait une ergonomie spécifique au marché chinois. Il fallait développer. Les marques commençaient à développer des sites. Un des trucs clés, c'était qu'il fallait scroll down sur les pages très très loin. Donc les Chinois avaient l'habitude, quand ils consultaient un site web, de pouvoir faire défiler la souris des pages et des pages. Alors qu'en Europe ou aux États-Unis, on avait tendance à cliquer pour aller d'une page à l'autre. Les Chinois, Mhm. donc c'était par exemple des éléments qu'on n'avait pas intégrés. On Donc avait, ils étaient frustrés si tu pouvais pas descendre assez bas, quoi. Ça ouais, leur semble bien normal. voilà, il y avait vraiment un sujet où ils n'étaient pas. Nous, on aimait bien en Europe, les utilisateurs européens aimaient bien pouvoir passer d'une page à une autre, avec Mhm. une information à une autre. Les Chinois n'avaient pas de problème d'avoir beaucoup d'informations sur une seule page, qui est fait continuer à descendre sur la même page pour aller chercher plus de détails. Donc ça, c'est un exemple, hein, mais il y a un autre exemple qui était vraiment. On citait l'exemple de Google aussi, le côté hyper minimaliste de Google avec quasiment rien par rapport au site chinois qui était bien plus Ah foisonnant ouais, d'informations, ça clignait dans tous les sens. Il paraît que les Chinois ils disaient mais qu'est-ce que c'est ce truc, il y a rien. ouais, exactement. Nous, on était plutôt sur des logiques de sites épurés, contrairement à ici où en effet les sites étaient beaucoup plus chargés, les pages étaient beaucoup plus chargées. Forcément, il y avait des problèmes de langue, on avait traduit mais mal traduit les pages. Et puis surtout, un des problèmes qui était un des problèmes majeurs, c'est que le site était fonctionnait pas bien en Chine parce qu'on commençait à avoir à l'époque, il y avait encore quelques applications Instagram, etc. qui étaient, d'ailleurs je sais même pas si Instagram existait, mais certaines applications américaines étaient encore acceptées en Chine, mais le firewall commençait à couper un maximum de sites. Et donc enfin, Mhm. le site
les pages ne chargeaient pas suffisamment vite. Et donc en fait le site n'était pas adapté au marché chinois, et donc en fait c'était quasiment impossible. On a réalisé que c'était quasiment impossible de faire une réservation sur le site en chinois. Et D'accord. le problème de paiement, c'est qu'en fin de compte, on ne supportait pas les systèmes de paiement à l'époque. On ne parlait même pas du mobile payment, mais les Chinois utilisaient un système qui s'appelle toujours UnionPay. Euh, Mhm. et donc, on ne supportait pas L'équivalent d'un Visa ou d'un ça. Mastercard de Chine. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, on ne supportait pas ces systèmes de paiement chinois. Donc, en fin de compte, entre l'ergonomie, la langue, la lenteur du site et les systèmes de paiement, un Chinois qui se connectait ne pouvait pas réserver une chambre d'hôtel. Donc, c'était très compliqué pour lui d'aller au bout du process de réservation. Mhm. Donc très vite, ça c'est quelque chose avec les équipes qu'on a remarqué. Donc je me suis attelé à ces sujets. Et donc finalement, voilà, je suis resté quasiment 7 ans chez Accor en Chine. Et c'est 7 années qui ont été assez incroyables parce que ça a commencé par voilà, la refonte du site. Et puis, comme tu le sais, et comme les auditeurs le savent, les choses vont extrêmement vite en Chine, et j'ai l'impression que plus les années passent, plus ça va vite. Et donc, on a passé un an ou deux à refaire le site web, à intégrer les systèmes de paiement qu'il fallait bien. Un an plus tard, les Chinois, on s'est rendu compte que les Chinois passaient beaucoup de temps sur leur mobile, et qu'en fait, si on avait un site desktop et pas un site mobile, on était à côté de la plaque. Donc, le premier site qu'on avait développé n'était pas mobile friendly, donc on a dû l'adapter ensuite dans un deuxième temps au smartphone. Et puis après, très vite, un an après, ça devait être vers 2014, les marques ont commencé à créer des espaces sur Tmall, des stores sur Tmall, flagship Mhm. store. Aujourd'hui, toutes les marques ont un flagship store sur Tmall, mais à l'époque, dans l'hôtellerie, c'était pas du tout l'actualité. Donc à l'époque, je crois que c'était en 2014, on a un de nos concurrents de l'époque qui avait développé son premier store sur Tmall pour C'est-à-dire vendre des pour réserver des chambres d'hôtel sur Tmall, quoi. En fait, sur Tmall, pour les auditeurs qui connaissent pas bien le système, on a vraiment Tmall offre aux marques la capacité, on appelle ça un flagship store. Euh, c'est comme dans un mall. C'est un mall online où tu as, en tant que marque, tu as ton espace, ton magasin, qui est vraiment brandé aux couleurs de ta marque, et que tu opères toi-même via un partenaire, un Tipeee, un Tmall partner. Et donc, en fait, à l'époque, les marques avaient commencé à ouvrir des stores sur Tmall, les marques de grande conso, les marques de luxe, certaines avaient commencé. Mais ce n'était pas du tout un truc qui était courant dans l'hôtellerie. Et donc, à l'époque, Mhm. les concurrents l'avaient fait au moment de la fameuse promotion du Double Eleven, là, la fameuse fête commerciale du 11 novembre, des célibataires. Et donc, en fin de compte, ils ont raflé le gros lot ce jour-là, donc le 11 novembre, je ne sais plus si c'était 2014 ou 2015. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que bah, nous, on n'avait pas de Tmall Store. Et donc très vite, le projet de l'année suivante, c'était une fois qu'on avait un site web desktop puis un site web mobile, il a fallu développer un espace, un store sur Tmall. Donc en fin de compte, tu vois, on passait avec souvent un peu de retard, mais d'année en année, une fois qu'on avait développé un nouvel asset digital, il fallait en développer un autre. Après Tmall, il y a eu WeChat. Il a fallu développer des comptes WeChat, euh, après des mini-programmes WeChat. Donc en fin de compte, tu vois, il y a eu, on va dire que voilà, quasiment sur mes 7 années, j'ai eu un challenge d'assets digital, donc de construire une nouvelle plateforme digitale en Chine tous les ans quasiment. C'est ça Avec qui la est- capacité de faire du booking, enfin, c'est comme si vous pouvez booker des chambres d'hôtel à travers Amazon ou en Messenger Facebook, plein de canaux différents comme ça, quoi. Alors, en effet, en parallèle, il y avait des discussions avec les grands, on appelle les OLT, les Online Travel Agencies. En Chine, on a des agences de voyage hyper puissantes telles que Ctrip ou Fliggy qui, en effet, distribuent les chambres d'hôtel et les billets d'avion et les différents services de voyage euh, à leurs clients chinois. Donc en parallèle, il y avait tous ces partenariats avec ces agences, parce qu'il fallait bien être Mhm. distribué chez ces gens-là. Mais voilà, mais en parallèle, il fallait aussi développer nos propres plateformes. Et en fin de compte, en Europe, une fois qu'on avait un bon site web, bon, bah, ça faisait le job. Alors qu'ici, en Chine, il faut développer les plateformes il y a beaucoup de plateformes différentes. Et pour pouvoir toucher une population large, il faut être présent sur les. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que deux grands écosystèmes, hein. Il y a deux grands géants de l'Internet en Chine, Alibaba et Tencent. Il faut être présent sur les plateformes de ces deux géants. Mais il y a eu de la consolidation, et avant d'en arriver à deux grands géants, il y a eu un certain nombre de plateformes qui sont créées et sur lesquelles il fallait être.
Tout à fait, ouais. De grands géants et après quand même une foule de petits acteurs qui éclosent. Chaque année, il y a une nouvelle plateforme à la mode, une nouvelle app. Donc, ouais, c'est un écosystème foisonnant, quoi. Ouais, et puis surtout, j'ai l'impression que ça va au-delà de l'effet de mode parce que les consommateurs chinois sont extrêmement curieux. Ils aiment tester euh, des nouveaux produits. Et tu vois, tu disais que j'étais à Hainan là, donc je suis en effet sur l'île de Hainan dans le sud de la Chine. Et dans un hôtel Accor, j'ai encore des connaissances chez Accor. Et tu vois, je discutais avec le directeur il y a 1 heure, au déjeuner, et il me disait, écoute, les clients chinois, quand ils viennent passer 7 jours à Hainan, ils dorment dans 4 ou 5 hôtels. Donc en fait, ils vont venir passer, un Européen ou un Américain va venir passer 7 jours à l'hôtel, dans le même hôtel, s'installer. Le Chinois, il est curieux, il veut découvrir les différents hôtels sur les différentes plages de l'île. Et donc, il va réserver 3, 4, 5 hôtels sur la semaine et il est prêt à changer d'hôtel tous les 2 jours. Et ben, c'est exactement la même chose dans le digital. Il y a une nouvelle plateforme qui est créée et le consommateur chinois entend parler de cette nouvelle plateforme, veut l'essayer. Et donc, très souvent, on a vu des plateformes émerger quelques mois et rendre d'autres plateformes obsolètes. Et donc, nous, en tant qu'Européens, on a tendance à penser qu'il y a un effet de mode et qu'il faut voilà, rester concentré et puis bien faire ce qu'on fait. Et puis, ne pas céder non plus à cet effet de mode. Alors qu'en fait, aujourd'hui, en Chine, si on n'est pas dans le coup, ben, on perd énormément d'opportunités et il faut constamment se réinventer et repenser sa stratégie. Et pour moi, c'est un des grands enseignements de la Chine et de la culture chinoise, c'est qu'en fait, pour pouvoir, j'ai envie de te dire, survivre ici, à titre pro et perso, il faut apprendre à développer cette agilité, être prêt à remettre en question, quasiment tout pouvoir remettre en question, quasiment tous les jours, quoi. Ouais, non, tout à fait. Ouais, ça me rappelle un épisode avec Stéphane Moncellier que j'ai enregistré récemment où on aborde ce sujet de la difficulté pour une marque étrangère à gérer toutes les différentes plateformes. Parce que c'est bien joli de dire, il faut être sur toutes ces plateformes, il faut gérer tout ça. La Chine, ça bouge très vite, mais ça reste extrêmement compliqué, surtout pour une boîte étrangère à gérer. Ouais. Et la conclusion de l'épisode, si je me souviens bien, c'était qu'il faut pas oublier de survivre en Chine. Donc voilà, ça se recoupe, quoi. Il y a une certaine cohérence dans votre analyse de la Chine. Et donc vas-y. Donc là, t'étais en pleine description donc de ce que tu faisais chez Accor. Une remarque sur Accor quand même. C'est vrai que quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'était presque un peu une start-up qui tâtonnait. T'as l'air de me dire, on met un site internet et on se rend compte que les gens bookent pas. Enfin, il y avait ça avait l'air d'être assez je vais pas dire une start-up, mais tu vois, c'est par rapport à un grand groupe qui d'habitude fait des analyses en avance, que voilà, quand ils lancent une nouvelle plateforme, ils sont sûrs de leur coût et voilà, dès le jour 1, il y a du trafic, etc. Là, ça avait l'air un peu plus artisanal, c'était le cas. Écoute, c'est une bonne question. Non, je dirais que non, mais en fait, ce qui s'est passé en Chine, c'est que Accor est arrivé en Chine il y a très longtemps. Je crois que le premier hôtel, c'était en 80, je me trompe peut-être, mais 83. Mais à l'époque, quand Accor a ouvert ses premiers hôtels, qui étaient des hôtels Novotel, puis des hôtels Sofitel, c'était des hôtels plutôt pour les touristes étrangers. Donc en fait, Accor avait la capacité de gérer la Chine comme une filiale dans n'importe quel autre pays, et puis d'avoir des mécanismes et des process euh, en Europe, qui étaient construits en Europe et qui étaient très bien adaptés au marché chinois, parce qu'en fait, Accor ciblait plutôt des clients étrangers, touristes ou business. Ce qui a changé, c'est à partir et c'est assez récent. Moi, je suis arrivé en 2011, mais je pense que le tourisme chinois et même le business trip, les Chinois qui voyagent en business trip, etc., c'est assez récent. Les grands groupes chinois hôteliers ont moins de 10 ans. La généralisation du voyage d'affaires aussi, c'est 10-15 ans. Donc, en fin de compte, la raison pour laquelle tu te poses cette question, et tu as raison de te la poser, c'est qu'en fin de compte, la boîte était plutôt bien organisée, mais pour gérer un business qui s'est complètement transformé, et à partir du moment où on est passé aujourd'hui, il doit y avoir 150 ou 200 hôtels Accor en Chine, enfin même plus d'ailleurs. Je suis parti il y a 3 ans du groupe, mais ils doivent même être plutôt 250. Aujourd'hui, 98%, 99% des clients des hôtels Accor en Chine sont chinois. Donc en fait, il a fallu repenser, transformer tout le modèle pour pouvoir s'adresser à une clientèle chinoise. D'ailleurs, pas qu'en Chine, on pourra en parler tout à l'heure parce qu'il y a un vrai sujet autour de pas l'année 2020 qui était un peu compliqué à ce niveau-là, mais il y a un vrai sujet autour des voyageurs chinois aussi en dehors de Chine. Et donc il a fallu, Accor a dû complètement se réinventer pour pouvoir cibler ses clients. Et le truc, c'est que
les process qui étaient mis en place en Europe n'étaient plus du tout adaptés parce que la culture chinoise, la façon de fonctionner, de réserver, de consommer l'hôtellerie des Chinois est complètement différente. Donc en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on avait construit ne pouvait pas fonctionner en Chine. Et aujourd'hui, c'est un des grands constats. Alors moi, quand je suis arrivé, ce qui était compliqué, c'est que on n'avait pas encore compris ça. On pensait encore que les bonnes recettes, bien pensées avec des cabinets de conseil, des gens très intelligents, etc., que ces concepts qu'on avait mis en place allaient fonctionner. Et on a mis du temps à s'en rendre compte. Moi les premières difficultés que j'ai eues chez Accor étaient de convaincre euh, les équipes au siège, principalement au siège à Paris, les équipes de marque, des décisions qu'il fallait prendre pour la Chine, parce que les gens, moi, on me disait, oui, on sait que la Chine c'est différent, qu'il y a un écosystème digital qui est différent, que les clients sont différents, mais tu sais, on est aussi au Brésil, on est aussi en Russie, on est aussi en Australie, et chaque pays est différent, et on est un groupe international, et on sait s'adapter aux différents marchés. Ce qui se passait en Chine et ce qui s'est passé en Chine n'a rien à voir avec ce qui se passait dans d'autres pays, où finalement, on a quand même un écosystème digital mondial. Alors oui, il y a des sites web spécifiques en Russie et puis au Japon et dans d'autres pays, mais la différence, c'est qu'en Chine, il n'y a que l'écosystème chinois. Et puis le reste n'existe pas. Donc en fin de compte, c'est pas oui, j'ai mon écosystème global qui fonctionne et à côté, j'ai une capacité à aller leverager ou être actif sur un écosystème domestique en parallèle. En Chine, il fallait oublier tout ce qu'on savait faire et tout ce qu'on avait fait sur, Expedia, sur Google, sur toutes ces plateformes. Et il fallait repenser tout dans l'écosystème digital chinois qui était en train de grossir. Donc en fait, c'est pour ça qu'en effet, ça peut s'assimiler à une activité de start-up, c'est qu'il a fallu tout reconstruire. Et, et avant de reconstruire, faire le constat que ce qu'on avait construit n'allait plus fonctionner. Donc aujourd'hui, la plupart des boîtes, moi j'ai quitté Accor il y a 3 ans, et je t'en parlerai après, mais donc j'ai parlé je suis passé de l'autre côté, maintenant je suis fournisseur de solutions, donc je parle à beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques. Mon constat aujourd'hui, c'est que les marques et les entreprises ont compris, quasiment toutes, que la Chine était différente et qu'il fallait une stratégie spécifique à la Chine. Ce qui est plus compliqué, c'est se donner les moyens d'implémenter cette stratégie. Ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai quasiment plus jamais besoin de convaincre que la Chine est unique, que la Chine est spécifique et que la Chine est plus ceci ou cela. C'est plus tellement. Ça a été. Donc c'est acté maintenant, quoi. Il y a quelques années, tu le voyais venir, mais là, clairement, c'est un état de fait, donc voilà. Il y a quelques années, moi, je passais des mois à convaincre le siège du bienfait d'un projet, d'un investissement. Tu vois, typiquement, les sujets que j'ai cités, bon, bah, c'était des coûts, hein, développer un site, construire un store sur Tmall avec des partenaires, etc. C'était des projets assez complexes. Et donc, c'était des projets qui demandaient validation, etc. Et puis, je dis pas qu'on ne croyait pas, mais certaines personnes étaient plutôt réticentes à faire ces investissements. Et alors qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, les gens sont tout à fait conscients et les boîtes décident soit pour certaines, de sortir de Chine parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les épaules pour pouvoir développer en parallèle un écosystème, en parallèle de l'écosystème dans lequel ils opèrent dans le reste du monde. Soit les boîtes décident de mettre l'équipe, de mettre l'investissement et de faire le job pour attaquer le marché. Mais voilà, il y a beaucoup moins de discussions de vente et de conviction interne qu'avant, quoi. Parce que j'ai Et trouvé donc, qu'elle était. ces conclusions, tout ce que tu as appris sur le terrain chez Accor, tu l'as en quelque sorte appliqué chez Splio, on peut dire? Ouais, alors, moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, en ayant fait tout ça et en voyant ce qui se passait ici, c'est un marché absolument fascinant, la Chine. Enfin, c'est un pays absolument fascinant. J'ai envie de te dire, j'aime pas dire ça parce que ça me décrédibilise, mais j'ai l'impression que plus je vis en Chine, moins je comprends la Chine. Mais c'est un peu vrai. On commence à comprendre qu'on comprend pas, tu vois, c'est le début de la sagesse. Ouais. On commence à comprendre qu'on ne comprend pas, et en fait, on a l'impression d'avoir compris des principes, des concepts, et en fait, vu que tout change très vite, ces concepts se font démonter et on se rend compte qu'on ne comprend rien. Donc c'est fascinant, et donc moi j'ai eu un moment envie de faire autre chose. Pourquoi? Parce que malgré notre capacité à avancer, bon bah voilà, Accor est un grand groupe, extrêmement performant. Bon, l'année 2020 a été compliquée, très compliquée pour les groupes hôteliers, mais pour le travel et le tourisme en général. Mais donc, c'est un groupe qui avait quand même une grande inertie, et donc c'était assez compliqué
c'était assez frustrant, j'ai envie de te dire, de voir tout ce qui se passait, toutes les opportunités qui s'offraient ici en Chine, business, et puis notre lenteur finalement, mais c'est Accor et c'est les autres, hein, et c'est finalement tous les grands groupes étrangers, internationaux qui ont aussi du mal à être. Quasiment aucun groupe international n'est aussi agile et rapide qu'une marque chinoise en Chine. Aujourd'hui, même aujourd'hui. Ouais, par la force des choses, quoi. Ouais. En Chine, tout va vite et bon, ils sont sur place, ils sont natifs, quoi. Alors qu'un groupe étranger doit s'adapter à sa lenteur de groupe étranger par rapport à une boîte chinoise. Donc là, c'est Ouais, et puis parfait. en plus de ça, je pense que c'est ancré dans la culture chinoise de tout, l'échec, la notion d'échec, la notion tu vois, de repenser une stratégie, repenser un plan business. C'est quelque chose qui est intégré dans le day-to-day, alors que chez nous, dans notre culture occidentale, si on a préparé un plan, qu'on a convaincu, qu'on l'a vendu en interne, on le fait, on va au bout. Et la raison, ce qui m'a fait partir, c'est qu'en fin de compte, on a fait plusieurs projets comme ça chez Accor. On est arrivé au bout de ces projets. Et malheureusement, dans certains cas, on est arrivé sur le marché, on a livré le projet. Et en fait, on s'est rendu compte le jour où on livrait le projet, ou quelques semaines après avoir livré, qu'en fait, c'était trop tard et qu'il aurait fallu faire autre chose ou le faire différemment. Et donc Ouais, ça, clairement. Ouais. ouais, Les Français ont tendance à théoriser, je trouve, et les Chinois sont plus dans l'action, quitte à voilà avancer très vite. Donc il y a des plus et des moins, mais bon, clairement, quand on est dans l'action et qu'on va très vite, il y a un côté start-up, quoi. Tout, on itère, on exactement. va vite. Ouais. Exactement. Et ça, c'est vraiment ancré, je pense, dans la culture. Et du coup, même moi, à l'époque, quand je disais à mes équipes chez Accor, voilà, on va faire tel projet, donc on le lancera dans 3 mois. En fait, tu les vois, mes équipes, ils perdaient tout intérêt, c'est-à-dire qu'ils tournaient la tête, ils faisaient autre chose. Et en fait, quand tu leur dis, on va lancer ce projet dans 3 mois, pour eux, c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de leur dire qu'on ne fait pas, quoi. Parce qu'en fait, si tu leur dis pas, écoute, là, on est jeudi, euh, vendredi ou lundi, on attaque, et ben, en fait, ça les intéresse pas parce que 3 mois, pour eux, c'est une éternité, quoi. Et en fait, la notion du temps est très différente ici en Chine par rapport à cette notion du temps qu'on a en Europe. Donc voilà, donc moi, pour en revenir à ma décision, c'est qu'à un moment, j'étais un petit peu frustré de pas pouvoir, de toujours être un peu, avoir un coup de retard. Et donc voilà, et donc j'ai hésité à quitter la Chine à un moment. Accor m'a proposé plusieurs jobs en Asie, en Australie et à Singapour. J'ai failli partir à Sydney avec ma famille. C'était vraiment, voilà, j'y suis allé 2 fois, passer des entretiens avec les équipes là-bas, pour m'occuper de la partie marketing sur toutes les marques de luxe. Et puis en fait, j'ai à un moment, il y a eu un déclic. Je me suis dit non, non, c'est en Chine que ça se passe, il faut rester en Chine. Et puis voilà, j'ai essayé de rester. Et puis très vite après cette décision, j'ai trouvé un job. Et donc je suis devenu general manager de Splio, où là j'avais la possibilité dans une structure beaucoup plus petite, d'accompagner des marques en Chine et sur leur stratégie digitale, CRM et d'engagement client. Donc très concrètement, explique-nous avec des mots simples. Voilà, qu'est-ce que ça fait Splio, à quoi ça sert pour une marque, le consommateur, quel customer journey, quel parcours client il va suivre avec Splio. Ce qui est intéressant avec Splio, c'est que la boîte, c'est une boîte française qui a 20 ans, mais la boîte s'était déjà implantée en Chine il y a 10 ans, donc en 2010. Mhm. Voilà, à peu près quelques mois avant que moi j'arrive en Chine, Splio s'était développé en Chine. Alors de façon complètement opportuniste, hein, parce qu'à l'époque, L'Oréal était un des grands clients de Splio, et en fait, les équipes de L'Oréal avaient demandé à Splio de venir les aider sur un projet à Pékin. Et du coup, voilà, à l'époque, le fondateur de Splio avait décidé de monter un bureau là-bas. Et donc, au final, c'était, je pense, une des premières boîtes de soft, de logiciels françaises à l'époque 2010 qui s'implantait en Chine. Donc, pour faire un projet qui n'avait rien à voir avec son business en Europe, c'était plutôt pour accompagner un client, mais voilà, un client, un bon client, un des meilleurs clients du groupe. Et donc, du coup, Splio s'est implanté là-bas, qui a permis à Splio, donc tu vois, moi j'ai rejoint la boîte en 2000, fin 2017, et ce qui a permis à Splio, en tout cas avant que j'arrive, sur les 7 années, voilà, d'opérer en Chine, d'utiliser des serveurs chinois, des solutions locales, de développer une expérience, construire une équipe avec une expertise. Et donc, quand moi je suis arrivé chez Splio, on avait cette capacité on avait cette capacité, enfin, on avait en tout cas une expérience et une équipe pour pouvoir opérer sur le marché Mhm. chinois. Avec, en l'occurrence, on avait un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui la data
Donc aujourd'hui, nous, chez Splio, on est une solution de CRM. On aide les marques, en fait, principalement étrangères, mais aussi des marques chinoises, à mieux connecter avec leurs clients. Donc, on vient collecter la data pour un retailer, par exemple. On va venir collecter la data de ses clients finaux sur la plateforme et on va permettre à cette marque de construire des journées, des parcours clients en utilisant différentes plateformes telles que WeChat, mais aussi à l'époque l'email ou le SMS, pour que la marque puisse mieux communiquer, mieux connaître et mieux communiquer avec son client. Donc moi, quand Donc ça j'ai veut dire qu'un client va arriver par un canal, par exemple par un WeChat Store, il va être inscrit dans le CRM, donc toutes les informations qu'on a sur le client, son nom, son numéro de téléphone, je ne sais quoi, tous les achats qu'il a fait sont dans le CRM. Et au-delà de ça, ça permet aussi de communiquer avec le client, c'est ça? Donc, enfin, il y a un côté, c'est multicanal, vous gérez plusieurs canaux et la communication? Exactement, donc tu as raison de le préciser, donc c'est une plateforme omnicanal, on appelle ça omnicanal, donc on a cette capacité à aller chercher la Multicanal, c'est l'ancêtre de l'omnicanal, quoi. C'est exactement. la, Donc c'est maintenant, la surenchère du marketing. voilà, le marketeur a transformé ça, donc il y avait la multicanalité, tous les canaux, et puis en fait, on se rend compte qu'un client, bah, il utilise différents canaux, et donc on parle d'omnicanalité, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher la data là où le client est. Et l'idée, c'est de réconcilier cette data, donc de savoir que Raphaël, il est client de ma marque et qu'il a parfois, il va aller faire un achat en ligne, parfois il va passer en magasin, parfois il va assister à un événement, ou il va consulter une page web, où il va ouvrir un mini programme WeChat d'une marque ou d'un partenaire, et donc on va aller collecter cette data et ça va nous permettre de construire un parcours client, ton parcours client unique qui est lié à ton expérience avec la marque. Et comment tu fais pour me reconnaître dans les différents canaux? Alors, il y a en Chine cette capacité. En Chine, le numéro de téléphone est très utile. Il y a très Mhm. peu, on pourra en revenir, mais les adresses email sont très peu utilisées, de moins en moins utilisées par les Chinois. Euh, donc, lui, très souvent, le numéro de téléphone est l'identifiant unique. C'est-à-dire qu'un Chinois qui va aujourd'hui, quand on a un compte WeChat, on relie ça à son numéro de téléphone. Donc, avec le numéro de téléphone, on arrive à connaître une grosse partie de l'activité sur WeChat d'un consommateur. Et puis, de la même façon, un Chinois qui va acheter sur Tmall, par exemple, ou sur une plateforme de e-commerce, il va se faire livrer son produit. Et pour se faire livrer, il a besoin de donner son adresse et son numéro de téléphone. Et donc, en fait, on récupère aussi le numéro de téléphone comme ça. Donc, on a cette capacité à réconcilier euh, pour une marque. Typiquement, aujourd'hui, je peux te dire, si tu as, je sais pas, 10 000 ventes sur ton store Tmall, et que tu as 100 000 followers sur ton compte WeChat, on est capable de savoir si tes followers sont des clients. C'est une information qui paraît toute bête, hein, mais la plupart des marques aujourd'hui ne savent pas ça, n'ont pas ce niveau d'information. C'est est-ce que ton client finalement qui achète ton produit, est-ce qu'il te suit sur ton compte WeChat, ou est-ce que la personne qui te suit sur ton compte WeChat, est-ce qu'il est client? Et donc à partir du moment où tu vas avoir une stratégie de communication sur WeChat, tu vas t'adresser différemment à des followers WeChat qui sont clients et qui achètent tel type de produit à telle fréquence, versus un follower qui a juste un intérêt pour ta marque, mais qui n'a jamais consommé ta marque et qui est à la recherche d'informations assez différentes. Donc, Mhm. on va les réconcilier. Finalement, l'idée, c'est de réconcilier, on appelle ça le binding. On va binder la data grâce au numéro de téléphone, on va binder la data entre les grands écosystèmes, entre les écosystèmes Tencent et l'écosystème Ali, donc Tmall, c'est Alibaba. Et puis avec l'écosystème propre à la marque, tout à l'heure je parlais chez Accor du site web, du compte WeChat, donc ça c'est tout l'écosystème propre à la marque. L'idée c'est de réconcilier voilà, les deux grandes plateformes, les deux grands écosystèmes tiers, et puis ton propre écosystème de marque. Et de suivre le client chinois dans cet écosystème euh, et de réconcilier toutes ces parties. D'accord. Et c'est suivre le client, donc en Chine, mais vous êtes une entreprise étrangère et les Chinois voyagent de plus en plus. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un intérêt à les suivre aussi à l'international. Et après, quand ils reviennent en Chine, et vice-versa. Oui, alors c'est ça je pense le grand sujet, c'est que donc on avait cette capacité donc d'être déjà implanté en Chine. Donc en fait, on avait alors moi quand je suis arrivé chez Splio, euh, on avait je t'ai parlé parfois de virages loupés ou de temps de latence. Donc Splio avait à l'époque pris un petit peu de temps. Donc l'arrivée de WeChat, c'est vraiment moi j'oublie parfois que quand je suis arrivé en Chine, il n'y avait pas WeChat. C'est tellement
indispensable dans nos vies de tous les jours aujourd'hui, qu'on a du mal à imaginer qu'on a pu vivre en Chine sans WeChat. Mais je crois que WeChat est vraiment. Moi, je vais créer mon compte, je crois, en 2013 ou comme ça. Et donc, mais les marques ont commencé vraiment à utiliser la plateforme WeChat vers 2015, 2015-2016. Donc, à l'époque, moi, quand je suis arrivé, Splio n'avait pas encore fait sa transformation, donc pouvoir intégrer tout l'écosystème chinois et notamment WeChat dans la plateforme. Donc on avait, et ça résonne avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on opérait en Chine comme on opérait en Europe. Principalement, on envoyait des emails aux clients et puis voilà. Donc en fait, l'email est en train de mourir, les consommateurs n'avaient plus d'adresse email. Donc moi, quand je suis arrivé, il y avait Plus d'adresse email, quoi. Ce qu'on dit sur l'utilisation de l'email en Chine est vrai, quoi. ouais, les Chinois, les jeunes Chinois aujourd'hui, ils ont donc, il y a certains business en fait où typiquement les joueurs de jeux vidéo, les gamers, ils ont des adresses email parce qu'il y a beaucoup de games, de jeux pardon, qui sont interdits en Chine et donc ils veulent accéder à des plateformes non chinoises et pour ça ils ont besoin d'adresses email. Mais tu vois, encore une fois, c'est parce qu'ils ont besoin de se connecter à des plateformes en dehors de Chine. Mhm. Mais un Chinois qui vit purement dans l'écosystème chinois, il n'a jamais besoin d'une adresse email pour quoi que ce soit. Alors qu'en Europe, ça reste quand même l'identifiant principal. Mhm. Euh, pour interagir avec une marque dans un programme de fidélité ou quoi que ce soit. Et donc voilà, donc moi j'avais vu ce challenge en arrivant, c'est qu'on n'avait pas développé dans la plateforme toute la partie, notamment WeChat. Donc on a dû faire un gros effort moi quand je suis arrivé, et c'est pour ça que tu m'as tout à l'heure tu as cité mon titre donc GM APAC. C'est bien la réalité, sauf qu'en fait très vite moi en arrivant chez Splio, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un choix. Soit faire l'Asie, soit faire la Chine, mais c'était très compliqué d'opérer et d'être performant en Asie et en Chine, en voyant la façon dont l'écosystème digital chinois évoluait. Donc j'ai fait le choix assez rapidement le choix de la Chine. Et donc en fait, voilà, je suis bien GM APAC, mais aujourd'hui chez Splio en Asie, 90% de notre activité est Chine. Et donc on a pris la décision, moi quand je suis arrivé, Ouais, non, je confirme. C'est à cette époque qu'on s'est connus. J'allais te poser la question parce que j'avais souvenir un recentrage sur la Chine. C'était ouais, une de tes premières décisions importantes en arrivant au poste. Et alors donc après, par la suite, est-ce que l'avenir t'a donné raison? bah, écoute, ça, je pense que l'avenir le dira. Je ne peux pas te dire aujourd'hui si c'est le cas, mais en tout cas, il y a suffisamment à faire en Chine, largement. Et en tout cas, ce qui a donné raison, c'est qu'en fait, euh, cet écosystème justement chinois si spécifique n'a fait que se renforcer et n'a fait que se fermer d'année en année. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et bon, on ne va pas rentrer dans les discussions autour de la trade war et puis les discussions qu'on a connues récemment avec TikTok et WeChat entre les gouvernements américains et chinois. Mais typiquement, on voit bien que cet écosystème, il est extrêmement fort, extrêmement puissant, et qu'aujourd'hui, c'est devenu l'écosystème unique pour j'ai envie de dire, pas pour la Chine, mais pour les Chinois. Donc, je ne suis pas sûr que cet écosystème puisse vraiment pénétrer des marchés dans l'Ouest. Potentiellement, cet écosystème va pénétrer des marchés émergents, peut-être en Afrique et en Asie. Mais en tout cas, les Chinois qui vivent en Chine ou en dehors de Chine, euh, vivent dans l'écosystème digital chinois complètement. Hmm. Nous, à l'époque, on a dû chez Splio, on a dû créer une équipe de tech. On avait une équipe de tech qui développait le produit, donc qui développait le logiciel, qui était basée à Paris. Et on a pris la décision de créer une équipe de tech en Chine, à Shanghai. Donc, on a développé un produit vraiment pour le marché chinois et on a complètement intégré WeChat de façon native à notre produit chinois. Donc, ça, c'était une grosse décision aussi, c'était de se dire, on va avoir un produit pour le monde et puis un produit pour la Chine. Euh, Hmm. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est des décisions qui sont prises par beaucoup d'opérateurs, beaucoup de marques en Chine et qui sont obligés de développer un produit spécifique pour le marché chinois. Hmm. Mais c'est lourd de conséquences, quoi. Surtout pour une PME, une start-up de cette taille, gérer la maintenance de deux produits différents, enfin, c'est pas anodin, quoi. Exactement. Et tu vois, je pense que c'est valable pour énormément de secteurs, d'industries. Un de mes grands clients chez Splio était une marque de cosmétiques haut de gamme française. Euh, et on a eu beaucoup de discussions avec eux. Et ces gens-là, ils opéraient en Chine depuis longtemps. Et à un moment, vers 2018, ils se sont rendus compte qu'en fait, continuer à opérer en Chine, ils avaient besoin euh, de redévelopper énormément de choses, alors qu'ils avaient plutôt développé des marchés sur la base des plateformes centrales.
Et en fait, ils étaient en train de se rendre compte que pour être performant en Chine, il fallait qu'ils reconstruisent tout. Et donc, pour une marque, c'était une marque de taille moyenne, c'était un investissement considérable. Et sauf qu'en fait, ils ont très vite compris que c'était ça ou la sortie. Il fallait soit rester en Chine et développer toutes ces plateformes. Et donc, ça veut dire les expertises, les bonnes équipes, les serveurs. Donc, c'est à la fois sur la partie tech et puis sur la partie il fallait soit faire ça, soit sortir du marché. Et Mmh. finalement, Ouais. c'était un problème pour nous. Tu vois, en tant que fournisseur de solutions, on avait la même problématique. Est-ce que tu as une success story parmi tes clients qui ont utilisé Clio en Chine à nous citer? Un client qui a vraiment utilisé ta plateforme où ça a un peu révolutionné son business. Écoute, ouais, bah, justement, je vais citer cette marque, enfin, je ne l'ai pas citée, mais donc cette marque de cosmétiques qu'on a accompagnée, en fait, on a eu plusieurs, enfin, on les a accompagnés de très près, on était très proche d'eux, très proche du dirigeant, très proche de l'équipe dirigeante en France, à Hong Kong et à Shanghai. Et en fait, ces gens-là, donc, ils avaient une volonté vraiment d'avancer, de se développer sur le marché chinois. Et parce qu'en fait, ils avaient réussi à connecter avec la clientèle chinoise. Ils avaient un produit qui plaisait aux clients chinois. Et ils le voyaient à la fois en Chine et puis aussi dans leur magasins en Europe, au Japon, à Hong Kong, où en fait, il y avait beaucoup de clients chinois. Donc, ils avaient vraiment cette volonté d'aller au bout du sujet. Et voilà, et donc on les a pas mal accompagnés. Et ce qui était intéressant avec eux, c'est que on a fait beaucoup de projets. Et puis à un moment, ça s'est arrêté parce qu'ils ont décidé de mettre un patron chinois en Chine qui a une vision. Qui lui s'est dit en fait, et c'est souvent ça, on a souvent ce problème avec des dirigeants chinois. C'est cette personne s'est dit, moi, je vais prendre le job pendant 1 an ou 2 ans. J'ai besoin de faire de la perf. Donc en fait, cette personne a mis toutes les billes, en tout cas tous les budgets, etc., et toute la stratégie sur une plateforme, qui était la plateforme Tmall. On en a parlé tout à l'heure. Et donc en fait, bon, on va pas rentrer dans les détails de Tmall, mais c'est un peu, il y a un peu la dépendance. On peut avoir une dépendance à Tmall comme on aurait une dépendance à Amazon en Europe. C'est un peu les mêmes sujets. Mmh. Les modèles économiques de ces plateformes sont très différents, mais il y a un peu la même chose. Et donc en fait, ils sont partis dans une stratégie purement Tmall, alors que nous, on avait cette stratégie, on les accompagnait dans une stratégie justement beaucoup plus omnicanal, de connaissance client, de construction d'un programme de fidélité pour qu'ils aient la capacité d'acquérir la data des clients et de se rapprocher de leurs clients. Et en fait, en ayant cette stratégie Tmall, bah, ils se sont éloignés de leurs clients parce qu'en fait, Tmall est devenu l'intermédiaire principal et quasiment unique. Et donc, ça a causé énormément de problèmes parce que Tmall va pousser à certains moments certaines promotions, certains produits à des clients qui achètent. Il y a énormément de Chinois qui consomment et puis qui renvoient les produits parce qu'ils ne sont pas satisfaits, parce que ce n'est pas forcément le produit dont ils avaient besoin. Mais en fait, il y a cette culture de j'achète, je renvoie, etc. Donc finalement, au bout d'1 an, ils se sont rendus compte que c'était pas la bonne stratégie. Le general manager a changé. Et là, ils nous ont recontactés. On a redéveloppé une stratégie omnicanal. Depuis, on a construit un programme de fidélité. Donc, ils avaient un programme de fidélité en Europe, mais on a très vite compris avec eux que ce programme ne fonctionnerait pas en Chine. Donc, ils ont utilisé la plateforme Splio. On a redéveloppé un programme de fidélité spécifique au marché chinois, donc pour les Chinois, mais pas que en Chine. Et ça revient à ta question de tout à l'heure sur les Chinois en dehors de Chine, c'est qu'on a créé un programme de fidélité pour eux qui est valable pour tous les Chinois. Donc, je te prends un exemple très concret. Alors, encore une fois, 2020 n'est pas la bonne année pour faire référence à cet exemple, mais un Chinois qui voyage à Paris, qui achète un produit dans un magasin de cette marque, il va pouvoir scanner un QR code et qui va l'emmener sur son mini programme WeChat, dans lequel il va avoir accès à son historique d'achat en Chine et en dehors de Chine, à ses points, son statut, etc. Et donc, on a créé vraiment en parallèle un programme de fidélité dédié aux clients chinois, en Chine et en dehors de Chine. Et ça, Mmh. c'est des questions qui sont compliquées pour les entreprises parce que ça veut dire, t'imagines bien que dans les grosses boîtes, c'est très compliqué parce qu'il y a des histoires de business unit, de clients qui appartiennent à une business unit ou à une autre, etc. Et quand la marque est capable vraiment de dépasser ça et de se dire, moi, ce qui compte pour moi, c'est ma capacité à connecter avec la clientèle chinoise et de mettre de côté mon organisation, mes business units, etc. Et me dire, bah, peu importe, je veux délivrer une expérience euh, complète et unique à mes clients chinois, quel que soit le canal utilisé, quelle que soit la localisation d'achat ou de l'expérience.
Et donc, en fait, à partir du moment où ces marques arrivent à faire ça, ils arrivent à pousser une expérience vraiment sans couture et hyper fluide à ces clients chinois qui consomment énormément aussi en dehors de Chine. Et donc, Mhm. ça, c'est un bon exemple. Je parlais de ça ce matin avec Aurélien de IT Consultis, là, donc là, il faudrait presque des liens hypertextes entre les épisodes parce que tu apportes la réponse exactement à notre question sur la problématique de suivre les clients sur WeChat, les clients chinois à travers le monde. Ouais. Donc, non, Alors hyper intéressant. je sais que c'est un sujet, je pense qu'il y a très peu de marques qui ont réussi à craquer ça. Hein. C'est qu'en fait, les marques ont bien, alors encore une fois, on met 2020 de côté et on espère qu'en 2021, on va pouvoir revoyager. Mais les marques ont bien constaté que. Alors, il y a des chiffres assez, dans les marques de luxe, notamment dans l'horlogerie. Il y a des marques qui vendent 85% de leurs produits à des clients chinois dans le monde. Hein. Donc, ça peut aller très très loin. Mais c'est assez fréquent de voir des marques haut de gamme, sans parler de marques de luxe, hein, des marques haut de gamme ou des marques premium qui réalisent qu'en fait 40% de leur chiffre d'affaires ou 50% de leur chiffre d'affaires dans le monde est fait auprès des Chinois. Quoi. Donc, ça veut dire qu'à un moment, quand tu vois que c'est voilà, tu as un produit sur deux qui est vendu à un Chinois et qu'en fait, quand tu regardes ça en détail, tu te rends compte que bah, sur ce produit, pour la moitié des produits vendus à des Chinois, bah, il y a encore une fois la moitié qui est vendue à des Chinois en dehors de Chine. Ça veut dire qu'il faut une stratégie pour aller accompagner ces clients chinois. Sauf qu'en fait, beaucoup de marques aujourd'hui n'ont pas intégré justement cette façon de faire à la chinoise et donc du coup essaient de connecter avec ses clients chinois en France ou à Hong Kong ou à Londres avec des méthodes qui sont des méthodes traditionnelles en Europe. Quoi. Et donc ça marche vraiment bien. Et puis je te passe les problèmes en interne, souvent dans les grands groupes, les problèmes de gouvernance, de responsabilité de PNL, etc., qui fait que souvent il y a Ouais, non, c'est ce qu'on se disait ce matin, c'est que déjà que de faire de l'omnicanal, c'est compliqué, quoi. Il y a de la concurrence entre le e-commerce et le retail et le magasin qui peut se faire en interne. Si en plus tu commences à faire ça entre la Chine et les États-Unis et l'Europe, avec différentes c'est hyper business units, complexe. pour une grosse boîte, c'est très très compliqué, quoi. Mais bon, C'est toi, hyper compliqué. te ferais déjà la solution tech, quoi. C'est déjà un début de réponse au problème. Ouais, ouais. Mais je pense que ça va être enfin, c'est déjà un sujet qui est majeur et qui a été pris par toutes les grandes marques et les grands groupes. Peu ont réussi à le craquer. Parce que ça demande une volonté, une vraie volonté, et puis un investissement lourd, et puis une confiance dans les équipes en Chine. Et puis je pense que le seul moyen de le faire, c'est de donner ce job à des gens qui sont en Chine ou chinois et qui comprennent ça, et donc de donner une responsabilité globale à des équipes en Chine. Ce qui est Mhm. assez compliqué pour les marques internationales qui ont cette capacité. Alors, on le voit de plus en plus. Hein. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve très intéressant en Chine, c'est qu'on voit des rôles, et je pense que c'est vraiment pour moi le sujet des prochaines années. C'est aujourd'hui, ça devient assez compliqué pour un non-chinois, même un non-chinois qui a une expérience en Chine, de se positionner sur des projets ou des jobs purement liés à la Chine et à un PNL Chine. En revanche, euh, quand on voit l'avance techno et en termes d'innovation qu'a la Chine sur le reste du monde, on voit de plus en plus de groupes qui mettent des responsabilités globales, notamment ça peut être des responsabilités des labs d'innovation ou même des marques, des patrons de marques globales qui sont basés en Chine. Et donc ça, c'est vraiment pour moi un phénomène assez intéressant de voir des marques internationales qui ont compris que la Chine allait plus vite et qui mettent des responsabilités globales dans leur bureau en Chine. Donc là, c'est Ok, un d'accord, très bien. vrai sujet pour moi qui va donner, tu vois, un niveau qui va amener la Chine à un niveau 2 qui est après le niveau performance, marché, business, où la Chine est pour beaucoup de sociétés un des plus gros marchés, un des marchés les plus dynamiques. On va avoir maintenant une inspiration qui va venir de Chine, et ça, c'est vraiment un sujet passionnant. Mhm. Et en parlant du marché chinois, au début, tu as dit que tu étais Splio était peut-être une des premières entreprises software, en tout cas dans son domaine, à s'installer en Chine. Et c'est vrai qu'on y réfléchit, les succès de solutions SaaS, donc Splio est un SaaS, quoi, c'est hébergé dans le cloud. Il y en a pas 36 000, quoi, d'entreprises de taille similaire, par exemple des françaises ou des occidentales. En fait, ça reste assez rare, non? Écoute, ouais, c'est un sujet, le SaaS, euh,
est un sujet qui a vraiment pris aux États-Unis d'abord et puis en Europe. Aujourd'hui, c'est assez courant pour des entreprises d'utiliser des logiciels SaaS, donc de payer une subscription annuelle ou mensuelle pour pouvoir utiliser un service euh, qui est dans le cloud et donc qui est un service unique, hein, qui est pas qu'on customise pas pour chaque marque, qui est pas sur les serveurs de l'entreprise. Donc c'est rentré dans la culture occidentale depuis plusieurs années maintenant. En revanche, en Chine, ça reste très compliqué. Tu as raison. C'est un sujet aujourd'hui, même les grands opérateurs, les grandes boîtes de SaaS mondiales américaines, les Salesforce, les Adobe, etc., ces boîtes-là ont des difficultés en Chine, hein. Je pense que Mhm. Salesforce, qui est quand même le leader mondial du CRM, du marketing automation, etc., et de loin, on rencontre de grandes difficultés ici. Ils ont essayé de faire ils ont plus ou moins fait des partenariats avec des acteurs locaux, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment vu comment ça allait se mettre en place. Une des raisons qui explique ça, c'est qu'en fait, on est dans une logique ici en Chine, hein, toujours de service. Et donc, si tu es une marque et que tu cherches à mettre en place un logiciel, tu vas avoir un opérateur qui va te dire, ben moi, j'ai 300 développeurs à Chengdu, et puis pour une solution existante en SaaS, moi, je vais te développer ton logiciel en 3 mois, et puis il sera à toi, et puis tu pourras l'opérer comme tu veux, etc. Donc, en fait, il y a cette logique quand même de service en Chine qui fait qu'en fait, il y a encore beaucoup de... Alors, pour le meilleur et pour le pire, mais il y a encore beaucoup de solutions voilà, custom qui sont développées par des agences qui développent des logiciels spécifiques. Ce qui fait que Mhm. la culture SaaS n'est pas vraiment encore intégrée à la culture chinoise, ou en tout cas à la façon de fonctionner des business en Chine. Ça, plus aussi des contraintes techniques, peut-être pour des petits acteurs, enfin le fait de devoir héberger les données en Chine, il y a quelques barrières à l'entrée en plus pour démarrer le business. Ouais, alors tu as raison. Donc, il y a cette grande, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'hébergement en Chine. Aujourd'hui, il y a des grands acteurs qui n'ont pas forcément envie d'héberger leur data en Chine pour des raisons, on peut comprendre, des raisons plutôt d'ordre politique, par exemple, ou vis-à-vis de leurs clients, tu vois, qui sont par exemple des grosses boîtes américaines qui n'ont pas forcément envie d'héberger la data en Chine. Et puis en effet, pour des plus petits acteurs, il y a quand même ce firewall, ce Great Firewall chinois, qui fait qu'en fait aujourd'hui, ça rend les communications très compliquées entre les deux mondes. Donc on parlait des deux écosystèmes western et puis chinois. Aujourd'hui, nous, chez Splio, on a eu beaucoup de difficultés cette année à mettre en place nos systèmes, à mettre en place des solutions de VPN pour pouvoir en fait communiquer entre les. En fait, on a une solution, mais on a deux produits, un produit Chine, un produit pour le reste du monde. Mais ces systèmes ont besoin de se parler, d'autant plus que parce qu'on a des parties du logiciel qui sont communes aux deux produits. Et donc, en fait, ça devient très compliqué aujourd'hui de passer ce firewall et de le contourner, ou en tout cas de passer au-dessus. Et Mhm. la data, la vitesse de transfert de la data est ralentie, il y a il y a des informations qui ne passent pas. Donc ça rend ça rend les opérations très compliquées pour des acteurs qui jouent en fait. Nous, c'est pendant longtemps positionné chez Splio justement entre les deux marchés, entre l'Europe. On est très européen. On a des clients aux US, mais voilà, faisant le pont entre l'Europe et la Chine pour nos clients. Et on parlait tout à l'heure de clients chinois qui voyagent, etc. Et ça, en fait, on le vend toujours et on l'opère, mais ça devient de plus en plus compliqué. C'est certain. D'accord. Mhm. Et tu t'es expliqué, donc quelque part vous êtes adapté au marché chinois chez Splio, et tu as aussi expliqué que le marché chinois a bougé très vite, donc bon, tout ce développement sur WeChat c'était une grosse adaptation, mais après est-ce qu'il a fallu constamment continuer à s'adapter, à sortir des nouvelles innovations et à suivre le marché? Oui, alors c'est ça qui est complexe en Chine, et je pense que c'est un des grands sujets aujourd'hui et des années à venir, c'est qu'en fait, euh, ça ne s'arrête jamais, et l'innovation, bon, on sait que tout va très vite, mais en fait, on a l'impression que plus les années passent, plus ça va vite. Moi, j'avais tendance à dire, quand j'ai repris mon Peut-être que c'est nous qui vieillissons, c'est peut-être ça aussi. job, tu vois, quand j'ai pris mon job il y a 3 ans, j'avais l'impression que sur tous les sujets auxquels j'avais accès, etc., j'avais tendance à dire, moi j'ai fait beaucoup de conférences en Europe justement pour expliquer un petit peu de façon très humble, hein, mais ce qu'on fait en Chine, comment on vit en Chine, etc., comment est-ce qu'on gère justement la relation
aux marques, la relation aux autres, etc., sur le digital. Et j'avais tendance à dire, il y a 3-5 ans d'avance sur l'Europe. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, tu vois, je prends l'exemple très simple, hein, paiement mobile. Je crois que c'est à partir de 2015 ou 2016, Alipay, WeChat Pay sont arrivés. Euh, on a, moi, de façon très franche, j'ai pas touché un billet de yuan ou une pièce de yuan depuis 5 ans. Euh, et on aurait pu penser que voilà, ces technologies qui nous paraissent aujourd'hui ici en Chine très simples et qui sont des technologies du quotidien, euh, on aurait pu penser qu'elles soient voilà 3 à 5 ans après, donc là c'est 5 ans plus tard qu'en Europe et que dans le reste du monde, bah, elles soient complètement implantées. Aujourd'hui, oui, le paiement mobile arrive en Europe, même j'étais encore à Hong Kong, bon, je suis pas allé cette année, mais j'étais en fin d'année dernière. Tu payes encore ton taxi avec des pièces de monnaie et des billets, Ouais, quoi. c'est ce que j'allais te dire, quoi que ce soit à Taïwan ou à Hong Kong, qui sont quand même attenantes à la Chine et culturellement très proches, c'est un autre système, quoi. C'est des années en retard. Donc la Chine est quand même assez unique, quoi. Ouais, et puis c'est comme si, tu vois, j'ai l'impression, alors l'avenir le dira, mais que avec la situation de 2020 et la pandémie qu'on a connue, qu'en fait, ça fait un effet accélérateur. C'est que les 3-5 ans de différence en termes d'innovation sont plutôt 5 ans, et que là, avec la pandémie, la Chine a pris un espèce a pris un espèce de tapis accélérateur, et que notamment l'Europe bon, est empêtrée voilà, dans des problèmes sociaux, économiques, etc. Et qu'en fait, ces 3 à 5 ans vont se transformer en plutôt 8 ans, quoi. Et qu'on a l'impression voilà, qu'on va se retrouver avec un décalage. Et que finalement, les innovations qu'on a ici, certaines ne pourraient arriver en Europe que voire 5 à 8 ans plus tard, quoi. Ce qui paraît fou. Mais voilà, donc il y a une espèce de côté presque exponentiel ici, où, alors après, il y a ses limites, hein, c'est qu'à un moment, ça devient très compliqué de suivre pour les individus, pour les entreprises. Parce que tu as beau être agile et intégrer cette culture du changement et, et, euh, et de, comment dire, de cette capacité à te réinventer finalement, mais il y a un moment où les systèmes humains et les systèmes des entreprises ont leurs limites aussi. Et, voilà, et donc, tu peux pas non plus ne faire que te réinventer tout le temps. Je pense qu'à un moment, tu t'uses. Donc, il faut qu'à un moment, on trouve le bon équilibre. Euh, mais c'est assez fou de voir la vitesse à laquelle les choses, et notamment cette année, qui a été une année compliquée dans le monde entier, quand on voit la façon, ce qui s'est passé en Chine. Moi, j'ai vécu une année, c'est vrai, 2020. Chez Splio, on a fait notre budget comme prévu avant la pandémie. Et autour de moi, dans beaucoup d'industries en Chine, mes amis, mes relations professionnelles me disent qu'en fait, ils ont fait une année 2020 bonne, quoi. Et c'est le cas pour quasiment toutes les industries, quoi. Mhm. Même le tourisme, euh, s'est vraiment rattrapé à partir du deuxième semestre. Et aujourd'hui, voilà, là, je suis dans une destination touristique en Chine cette semaine. Les hôtels sont pleins à craquer. On peut pas réserver un restaurant, ils sont pleins. Voilà, quoi. Et c'est assez étonnant. Dans ce contexte, voilà, quand on reçoit les informations de l'Europe et puis qu'on voit ce qui se passe ici, c'est assez fou de voir le contraste. Ah ouais, on traverse la frontière à Hong Kong et tout le monde est masqué, les restaurants sont fermés à 6 heures du soir, pas plus de 2 personnes par table. On dîne avec des plaques en plexiglas pour séparer les tables en deux. Non, non, la Ouais, Chine est assez unique, quoi. C'est clair. ouais. On va finir l'épisode, peut-être en parlant un peu plus de sujets un peu perso, si ça t'embête pas, parce que je crois que tu as des activités, des hobbies assez passionnants. Donc tu nous as dit que tu étais à Hainan, là, dans l'île, une île du sud de la Chine, et t'aimes beaucoup faire du vélo en Chine, c'est ça? Ouais, alors, finalement, Passion que nous partageons, c'est pour ça que je suis assez excité par cette fin d'épisode-là. non, moi j'ai découvert, moi j'ai toujours beaucoup de sport, mais Et le voilà. triathlon également. Ouais, alors ici, je me suis remis vraiment au sport il y a 5-6 ans en Chine. J'ai une période où, voilà, quand je suis arrivé ici, pas mal de boulot, découverte de la Chine, des enfants jeunes, etc. Donc j'ai un peu mis le sport de côté. Je m'y suis remis il y a 5-6 ans, de façon assez intense. Et en fin de compte, donc j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de compétitions pendant quelques années, notamment du triathlon et des marathons, etc. Et c'est vrai que depuis quelques années, je me suis voilà, j'ai allié mon goût du sport et de la nature avec l'envie de découvrir la Chine. C'est vrai que les premières années en Chine, je voyageais beaucoup en dehors de Chine, pour les vacances notamment, en Asie du Sud-Est. Et puis j'ai changé un peu ma façon de faire. Et puis depuis 4-5 ans, je voyage quasiment exclusivement en Chine. Et en fait, j'ai appris à découvrir ce pays qui est absolument incroyable en termes d'espace, de nature.
Et donc, c'est vrai que cette année, j'ai fait 4 voyages à la découverte de provinces, de différentes provinces chinoises à vélo, voilà, dans des voyages de 5, 6, 7 jours où en fait on traverse la province à vélo, les montagnes notamment. Donc là, je m'apprête à partir demain matin. J'ai passé quelques jours en famille, puis demain matin, je pars à la découverte. Je vais traverser l'île, en tout cas les montagnes qui sont au centre de l'île, à vélo pendant 5 jours, voilà, avec mes sacs sur le vélo. Et donc aujourd'hui, tu vois, c'est intéressant parce que c'est aussi un aspect de la Chine voilà, que j'ai découvert dans un deuxième temps. Mais ce pays, en termes d'écosystème naturel et d'environnement, est absolument incroyable. Et on est beaucoup à arriver en Chine, et puis dès qu'on a des vacances, à vouloir sortir de Chine, alors qu'en fait, on a tout ici. On a la montagne, on a le ski, on a les plages, et on a donc des rivières absolument incroyables, on a une diversité absolument incroyable. Et donc, c'est assez intéressant d'aller au bout du truc, parce que finalement, quand on vit en Chine et qu'on travaille en Chine et qu'on passe son temps dans les grandes villes, euh, c'est passionnant, hein, parce que ces villes se sont vraiment développées ces 20 dernières années. Mais la Chine et les Chinois sont vraiment aujourd'hui en train de redécouvrir. Donc moi, je vis ça, mais je vis ça aussi comme beaucoup de Chinois, hein, qui redécouvrent leur pays. Et notamment avec cette année de pandémie où les Chinois sont très peu sortis de Chine. Et donc il y Mhm. a une vraie tendance à la redécouvrir, un petit peu comme en Europe, hein, d'ailleurs, où les gens redécouvrent finalement leur environnement local. Donc les Chinois qui allaient beaucoup à Phuket, Singapour, à Hong Kong, à Paris, etc., redécouvrent leur pays. Et moi, je fais ça avec eux, et notamment à vélo. Et voilà, et c'est passionnant parce qu'il y a énormément à découvrir. Il y a des minorités encore dans certaines provinces, euh, des minorités ethniques qui sont très, très préservées encore. Alors de moins en moins, mais il en reste encore des villages où je suis allé, notamment dans la province du Guizhou, dans le centre de la Chine, ou dans le Sichuan, dans le Yunnan, où on peut vraiment aller à la découverte de minorités ethniques et de sites complètement vierges. Et donc voilà, donc ça c'est ma passion du moment. Et voilà, j'essaie de me donner du temps pour pouvoir découvrir la Chine profonde. Ouais, il faudra que tu me rencardes un peu sur ces différents voyages en Chine. Moi, j'avoue que j'étais pas mal sur le Japon. Le Japon à vélo est extrêmement sympa. Mais j'ai envie de retourner découvrir la Chine aussi. Donc bon, dès que les frontières rouvrent, ça m'intéresse. Écoute, on ira rouler en Chine dès qu'on Je pourra sais pas si je vais revoyager. assez vite. J'ai vu tes performances de semi-Ironman là. J'essaierai de suivre derrière. Euh, pour finir, question finale, est-ce que tu as une astuce pour hacker la Chine? Ah, non, je crois pas que j'ai Non. d'astuce pour la Ou Chine. alternative, le Mythbuster, est-ce qu'il y a un mythe que tu aimerais démystifier, quelque chose que tu croyais peut-être sur la Chine? Enfin, tu nous as déjà démystifié beaucoup de choses, mais ça peut être sur le business en Chine, sur la relation avec ton staff chinois, avec les clients, des aspects culturels. Non, alors, non, j'ai envie de dire, c'est plus un message que je vais faire passer, parce que je me suis rendu compte, voilà, ces 10 années passées ici, et puis à travailler beaucoup aussi avec la Chine, mais avec les pays en dehors de Chine, et justement à essayer de faire comprendre à des dirigeants ou même à des amis, faire comprendre un petit peu la façon dont ça fonctionnait en Chine. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une crainte de la Chine, en dehors de Chine. Les gens avaient souvent, enfin, déjà, il y a pas forcément, voilà, il y a une vision assez négative de la Chine, des Chinois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la Chine faisait peur. Euh, et alors qu'en fait, aujourd'hui, quand on accepte d'aller en Chine et de travailler en Chine ou de travailler avec la Chine, en fait, on se rend compte, les gens qui le font, moi, tous les gens que je vois qui ont passé du temps en Chine, je parle pas de gens qui habitent en Chine, hein, mais des gens qui ont accepté, tu vois, de se connecter avec la Chine. En fait, ces gens-là te disent tous, ils disent, ah, mais c'est incroyable, je pensais pas que j'ai découvert que les Chinois sont tellement ouverts, tellement faciles, tellement curieux. Et en fait, moi, j'aimerais que aujourd'hui, je vois encore trop de gens tu vois, qui critiquent la Chine de l'extérieur sur plein d'aspects. Alors, tout n'est pas rose en Chine, c'est certain. Il y a tous les pays, toutes les cultures, il y a des problèmes, et des sérieux problèmes. Il y a des problèmes d'environnement, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes économiques, des problèmes sociaux, comme partout. En revanche, moi, j'ai envie que les gens s'ouvrent à la Chine et arrêtent d'avoir peur de la Chine, parce qu'en fait, voilà, je dis un peu, c'est comme en sport, tu sais. Moi, je fais un peu, donc je fais des grandes distances. Euh,
du sport d'endurance, et puis je vois des gens autour de moi qui me disent ah moi jamais je pourrais faire ça. En fait c'est pas vrai, c'est qu'en fait on peut tous faire un marathon, on peut tous courir un trail de 50 km ou faire une longue distance à vélo. Et en fait on peut tous se connecter avec la Chine si on accepte de le faire. Et voilà, et j'aimerais que les gens qui critiquent ou qui s'éloignent de la Chine par crainte ou par peur arrivent à dépasser ces craintes et ces peurs, parce qu'en fait ils risquent d'être surpris en bien et de se rendre compte que c'est un pays absolument et une culture absolument incroyable. Et voilà, et les gens qui l'ont fait témoigneront. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont vraiment créé cette connexion avec la Chine et qui sont devenus complètement fans de la Chine et des Chinois. Ouais, clairement. Il faut faire la distinction entre les Chinois et le gouvernement chinois. C'est déjà deux choses assez distinctes. Et ensuite, comme tu le disais, inviter tout le monde à visiter la Chine. Il y a ces grandes villes, ces grandes mégalopoles, mais il y a aussi plein de régions extraordinaires à découvrir. Ouais, c'est un pays formidable. Donc, bien évidemment, encore une fois, avec ses limites, mais comme partout. Mais voilà, j'invite les gens à. Voilà, je pense que c'est vraiment, encore une fois, une question de crainte. Parce que les médias dépeignent une image de la Chine qui est finalement assez loin de la réalité. Mmh. Ok, Jean-Baptiste. Bon, je te remercie pour cet entretien et je te souhaite bonne chance pour la suite. Dernière chose avant d'oublier, est-ce que tu as un contact que tu veux donner, une présence sur les réseaux sociaux? Écoute, ouais, alors je vais donner mon compte WeChat parce que ici moi j'utilise de moins en moins mes adresses email. Donc si les gens veulent me joindre, ils peuvent me contacter sur WeChat. Mon ID c'est JB Leblanc, JBLEBLAN. Mais s'ils n'ont pas de compte WeChat, ils peuvent me contacter par email sur Gmail à jbleblanc05@gmail.com. Donc voilà. Donc, si les gens ont envie de se rapprocher de moi et qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer soit un email, soit un petit message sur WeChat. Ok, parfait. Et je te remercie. Salut. Merci Raphaël. À bientôt. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!